Je dirais qu'il y avait trois principales accusations contre Ferdinand Nahimana. La première, Ferdinand Nahimana est l'idéologue du génocide, l'idéologue de l'extrémisme hutu. Bah oui, il a publié une thèse en 1900, il a produit une thèse en 1986 qui a été publiée ensuite en 1993. C'est un intellectuel, c'est même d'ailleurs le seul intellectuel de la bande. Il en faut un pour jouer le rôle de l'idéologue, c'est forcément Nahimana. Et son livre, sa thèse, c'est une thèse finalement extrémiste. Le problème, c'est que quand on lit la thèse, on ne trouve rien d'extrémiste dedans. On trouve juste une thèse d'historien, dont, de surcroît, non pas le directeur de thèse, mais disons le principal professeur qui a encadré ses travaux, est Jean-Pierre Chrétien. Alors, on ne comprend plus. Jean-Pierre Chrétien, chercheur au CNRS, expert au tribunal pénal international pour le Rwanda, chargé de rédiger un rapport de 1000 pages pour le TPIR, destiné à montrer comment Nahimana a construit l'idéologie extrémiste Hutu, était, quelques années auparavant, responsable d'organiser le travail de recherche de Ferdinand Nahimana. Et le livre reproduit les comptes rendus écrits par Jean-Pierre Chrétien, dans lequel il explique. Alors, vous savez, il y a une procédure quand on fait une thèse, l'étudiant fait sa thèse, ensuite il demande à pouvoir soutenir la thèse, et la personne qui a accompagné les travaux rédige une lettre à l'intention des membres du jury, dans lequel il recommande l'étudiant pour passer sa thèse. Et après la thèse, il publie ce qu'on appelle un compte-rendu de soutenance, où il dit, bah, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'on a dit. Et les documents, rédigés par Jean-Pierre Chrétien, disent que le travail de Nahimana est un excellent travail. Un travail sérieux, un travail approfondi, un travail rigoureux, qui mérite d'être soutenu. Nahimana présente sa thèse, il passe l'examen, il obtient, si ma mémoire est bonne, la mention très honorable, donc la meilleure des mentions. Compte rendu est rédigé, le compte rendu répète de nouveau excellent travail. Alors on ne comprend plus. Est-ce que cette thèse est un brûlot idéologique extrémiste ou est-ce un travail d'historien de bonne qualité? Alors l'astuce a été ensuite employée par différents journalistes qui consistait à dire oui mais en fait c'est pas la thèse qui pose problème, la thèse finalement effectivement on ne peut rien en dire. C'est le livre qui a été tiré de la thèse. La thèse, si ma mémoire est bonne, est soutenue en 1988, le livre paraît en 1993, donc plusieurs années après. Entre-temps, en 1990, la guerre au Rwanda a commencé. En 1992, Nahimana a été impliqué dans l'affaire du Bugesera. Et en 1993, quand il publie sa thèse, il l'a transformée, il en a fait un brûlot extrémiste. Et cette assertion a été reprise telle quelle dans la presse, dans tous les articles pratiquement, jusqu'à aujourd'hui. Le problème, c'est quand on prend la thèse d'un côté et le livre de l'autre, et qu'on feuillette les documents page à page, on se rend compte que c'est le même document. La seule différence, c'est quelques lignes en introduction. Nahimana explique pourquoi il publie sa thèse, et quelques lignes dans la conclusion. Et il a retranché un chapitre de méthodologie qui n'a absolument aucun intérêt pour le grand public. Mais c'est le même document. Il n'y a pas une idée de plus, pas une idée de moins. Donc l'analyse, encore une fois, des faits, retournée au document, permet tout simplement de dire que la thèse de Nahimana, le livre de Nahimana, et de manière plus générale, l'ensemble des textes, des articles publiés par Nahimana et l'ensemble de ses livres, ne constituent pas des éléments pouvant être qualifiés de documents constituant l'idéologie extrémiste Hutu. Ça ne tient pas la route. Il y a deux documents qui ont été étudiés par le tribunal pénal international pour le Rwanda, comme pouvant éventuellement être retenus à charge contre Nahimana. Car tous les autres documents, les livres, les articles ont été éliminés. Ces deux documents sont reproduits en annexe du livre. Ce sont les seules annexes qui ont été reproduites parce que ça me paraissait être les... D'abord, ils ont peu circulé. Ensuite, c'était intéressant de reproduire ce qu'on pense être les deux documents les plus extrémistes. Mais quand on les lit, non pas à partir du point d'arrivée, c'est-à-dire 1994, mais à partir du point de départ, c'est-à-dire au moment où ils sont écrits, lorsqu'on ne commet pas un anachronisme et lorsqu'on n'essaie pas d'analyser un document comme si on connaissait la suite, rien ne permet de qualifier ces documents et d'en faire des documents extrémistes. Encore une fois, je ne peux pas développer trop longtemps dans le détail.
Si ça vous intéresse, vous retrouverez l'argumentation dans le livre. Mais on est obligé de travailler comme un historien. Et l'historien analyse les documents par rapport au contexte dans lequel il est écrit, en connaissant bien sûr la suite, mais en ne cédant pas à l'illusion rétrospective de la fatalité, en ne faisant pas comme si ce qui est arrivé ensuite devait nécessairement arriver et était connu des acteurs dès le départ. Ça, c'est une méthode qui n'est pas acceptable. Donc, première grave accusation, Naïmana, idéologue du génocide, bah non, ça ne tient pas la route, il n'y a pas de document, il n'y a pas d'article. Naïmana a été directeur de l'Orinfor, il avait les moyens de publier dans n'importe quel journal tout ce qu'il voulait, il n'a rien publié. S'il avait eu des articles compromettants, on les aurait retrouvés. Or, on n'a exhumé aucun article compromettant. Au contraire, Naïmana revendique la totalité de ces articles. Oui, j'ai publié ça, et ça, et ça, et ça, je n'ai rien à cacher. Tout est sur la table. Donc, première accusation, elle ne tient pas, elle ne résiste pas à l'analyse des faits. Deuxième accusation importante qui pesait contre Naïmana, c'est un agitateur. Il a, lui, personnellement, physiquement, incité au génocide et au massacre. 3 exemples. Boutaré, 1973, au moment des événements, Naïmana aurait été aperçu haranguant la foule du haut d'un camion avec un micro-haut-parleur et incitant les milices à chasser les Tutsis, à les battre, voire à attenter à leur vie. Pourquoi pas? Je n'en sais rien. Le tribunal s'est penché sur la question. Il y a en tout et pour tout sur cet événement précis, qui a été encore une fois repris dans la presse constamment, un seul témoignage, celui de José Kagabou. Étudiant à l'époque, il se trouve à Boutaré, et il dit, moi j'ai vu, j'étais à Boutaré, j'étais victime du harcèlement dont les Tutsis ont fait l'objet, j'ai dû me cacher, mais de ma cachette, j'ai vu, moi, Naïmana, sur un camion, haranguant la foule. Je ne sais pas si son témoignage est authentique ou si c'est un faux témoignage. Ce que je sais, ce que je constate en tout cas, c'est que le tribunal pénal international pour le Rwanda a préféré ne pas retenir ce témoignage à charge contre Naïmana, estimant sans doute qu'il n'était pas suffisamment convaincant et qu'il y avait peut-être dans ce témoignage trop de contradictions pour pouvoir être utilisé comme preuve contre Naïmana. Et comme c'était le seul témoignage, pour un événement curieusement public, le tribunal a jugé qu'il ne s'était rien passé. Deuxième exemple, beaucoup plus important. 1990, Naïmana devient directeur de l'Orinfor. 1992, affaire du Bouguesera. De quoi s'agit-il? Très brièvement, une intrigue politique compliquée se noue dans le Bouguesera, et à la suite de cette intrigue, des Tutsis sont massacrés. On accuse immédiatement Radio Rwanda d'avoir incité au massacre en diffusant à l'antenne un communiqué, la lecture d'un document, etc. Je passe sur le détail. Naïmana est accusé, en gros, d'avoir orchestré ce complot et d'avoir en quelque sorte répété à l'avance ce qui allait se passer en 1994. Comme si l'événement de 1992 était en quelque sorte un exercice préparant le scénario de 1994. Comme si ce qui s'est passé en 1994 avait commencé à être planifié au moins depuis 1992, si pas depuis plus longue date. Malheureusement, quand on regarde le détail de cette affaire, on se rend compte que les choses ne se sont pas du tout passées comme cela. Encore une fois, je ne peux pas, il y a un chapitre entier consacré à ce sujet, je ne peux pas le développer en entier, mais ce n'est pas moi qui le dis. C'est encore une fois le tribunal pénal international pour le Rwanda qui a estimé qu'il n'y avait rien à retenir contre Naïmana à propos de l'affaire du Bouguesera, contrairement à tout ce qui a été écrit en 1992, y compris par des organisations de défense des droits de l'homme tout à fait recommandables, y compris par des experts indépendants, mais qui ne disposaient pas de tous les éléments pour se faire une opinion sur le sujet. Alors, troisième exemple, avril 1994. L'acte d'accusation nous apprend que Naïmana, le 12 avril, est vu dans sa commune, d'après un témoin qui vient sous serment au tribunal témoigner. Il est vu le 12 avril 1992 dans son village, haranguant la foule, incitant à chasser les Tutsis. Mais curieusement, le même acte d'accusation, le même document, quelques pages plus loin, nous explique que le 12 avril 1994, Naïmana se trouve dans l'enceinte de l'ambassade de France.
Alors, Naïmana est certainement un homme influent, qui a une grande capacité de travail, mais il ne peut pas se trouver à la fois dans l'enceinte de l'ambassade de France le 12 avril 1994 et dans son village. Confronté à un contre-témoignage, le témoin qui a témoigné sous serment commence par dire qu'en fait il l'a vu, mais il n'était pas vraiment prêt, même plutôt loin, et que peut-être que... Bon, finalement l'accusation ne tient pas. Donc encore une fois, faire de Naïmana un agitateur qui intervient directement pour inciter à la persécution des Tutsis ou des opposants Hutus, faire de lui quelqu'un qui tient le micro pendant les génocides, ça ne marche pas. Il n'intervient jamais sur RTLM. Il intervient une fois sur Radio Rwanda, dans une interview qu'il donne le 24 avril 1994, qui est diffusée le 25 avril, au cours de laquelle il parle de différentes choses, mais encore une fois, cette interview n'a pesé en rien contre Naïmana au moment de son procès, pour une première raison, c'est que nous ne disposons pas de la totalité d'une interview, nous ne disposons que de la transcription d'une partie de l'interview, fournie par Kigami. Et quand un document est en partie coupé, on ne peut pas le juger dans sa totalité. Or, précisément, dans la partie manquante, nous dit Naïmana, il a dit des choses qui seraient de nature à le disculper, mais ces choses manquent. Dont acte, puisqu'on n'a pas tout le document, on ne peut pas en tirer un jugement. Mais surtout, ce qui est surprenant, puisqu'il est censé être le directeur de la radio, et qu'il est censé diriger la radio après le 6 avril 1994, puisqu'il est censé avoir un pouvoir hiérarchique sur la radio, et qu'il est censé être l'idéologue du génocide, pourquoi n'intervient-il pas sur la radio? Pourquoi ne prend-il pas le micro? Pourquoi est-il absent? Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Tout simplement, les faits ne collent pas. Alors bien sûr, Georges Roudiou, donc vous savez, c'est ce Belge qui a rejoint RTLM, qui devait initialement être jugé en même temps que Naïmana, Baraya-Gwiza et Ngeze, négocie avec le procureur et en échange d'un procès séparé, accorde un nouveau témoignage différent de celui qu'il a donné au moment de son arrestation. C'est curieux déjà, au moment où il est arrêté, il livre un témoignage, et puis au moment où commence son procès, il dit non, en fait, c'est pas le bon témoignage, je vous en donne un autre. Et dans ce témoignage, Georges Roudiou nous explique que oui, il a bien vu Naïmana à plusieurs reprises pendant le génocide. Naïmana est même venu lui envoyer des courriers, est venu le voir en hélicoptère, etc., etc. Bon, bien sûr, ça ne tient pas la route une seule minute. Ce témoignage est un témoignage, un faux témoignage, monté pour les besoins, du procès, et du reste, il sera écarté par le TPIR. Donc là aussi, Naïmana idéologue, ça ne tient pas. Naïmana agitateur en première ligne, ça ne tient pas non plus. En revanche, et c'est là que peut-être on aura une divergence avec Naïmana, sur certains sujets, je serai plus réservé que le TPIR. Tout d'abord, la responsabilité de Naïmana dans les activités de RTLM avant le 6 avril 1994. Le TPIR, dans son jugement, dit, je vais résumer, en gros, nous n'avons rien à reprocher à Naïmana avant le 6 avril 1994. Ni à Boutare en 1973, ni dans le Bouguessara en 1992, ni sa thèse, ni ses articles, ni la création de RTLM, ni son rôle de directeur de l'Orinfor, ni son adhésion au MRND, ni la direction de RTLM jusqu'au 6 avril 1994. Donc pour le TPIR, il n'y a rien à discuter sur la période antérieure au 6 avril. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que, en effet, encore une fois, ne cédons pas à l'illusion rétrospective de la fatalité, rien ne permettait d'affirmer que RTLM allait devenir la radio qu'elle est devenue après le 6 avril 1994. Donc il ne faut pas la regarder comme une radio qui a été créée dès l'été 93, un petit peu avant, pour préparer le génocide. Ça n'a tout simplement aucun sens d'un point de vue purement scientifique et d'un point de vue légal. En revanche, dire que la radio n'a pas contribué aux tensions politiques dans la société rwandaise entre octobre 1993, c'est-à-dire l'assassinat de Ndadaye, et avril 1994, à mon avis, c'est un contresens historique, parce que